L'État du Grand Liban. La protection française. Le 21 mai 1250, le roi de France Saint-Louis envoya une lettre au patriarche maronite du Liban en disant: Nous sommes convaincus que la nation que vous représentez fait partie de la nation française, car son amitié avec le peuple français est très similaire à celle des Français envers les Français. Nous promettons de vous protéger, vous et votre peuple. Et nous nous engageons à faire tout ce qui est nécessaire à votre bien-être. En 1860, la France est intervenue militairement au Liban pour protéger les chrétiens, victimes des massacres commis par les Druzes, en collusion avec les Turcs. Elle ne s'est retirée du Liban qu'après la signature d'un nouveau pacte. Elle a nommé un gouverneur chrétien et a rendu le Mont Liban indépendant et autonome. La Turquie et les pays européens ont signé ce nouvel accord, qui est connu par la suite comme protocole de 1860. Et il est resté en vigueur jusqu'en 1920. La Turquie viole le protocole. Après l'implication de la Turquie dans la Première Guerre mondiale avec l'Allemagne, Djamal Pacha impose la loi martiale au Liban, saisit les biens des étrangers et abolisse les privilèges du clergé. Ensuite, il commit une grave démarche en délogeant les gouverneurs chrétiens, sans le consentement de l'Union européenne, pays signataire du protocole de 1860 avec la Turquie. Enfin, Djamal Pacha supprime l'indépendance du Mont Liban et en a fait un État ottoman. Dès lors, la tyrannie turque fut pratiquée contre les citoyens, et la famine, le déplacement et le meurtre se répandirent dans tout le pays. La défaite des Turcs. La bataille de Djamal Pacha échoua au canal de Suez, le 6 août 1916, à la suite du tour militaire joué par le général Allenby. Il a fait croire aux Turcs que sa principale frappe serait à Naplouse, où l'armée ottomane s'était préparée de toutes ses forces. Cependant, Allenby les surprend en venant de la côte et occupa toute la Palestine, le 12 septembre 1918, forçant ainsi les Turcs à se retirer vers le nord, abandonnant Beyrouth, Damas, et d'autres régions entre les mains des Alliés. Le début du mandat. Les premières unités de l'armée française débarquent au port de Beyrouth le 7 octobre 1918. Le lendemain, un contingent militaire britannique arrive par la route côtière, en provenance de Palestine. Le 11 octobre 1918, le Haut Commandement des Forces Alliées nomme des gouverneurs militaires français à Beyrouth et dans d'autres villes. Le Conseil des gouverneurs du Mont Liban, présidé par Habib Pacha El-Saad, reste inchangé, du moins dans les premiers jours du mandat. Le nouveau pouvoir. Les Français ont été confrontés à deux choix difficiles concernant le gouvernement du Mont Liban.
Soit, ils doivent le résoudre et établir un gouvernement militaire français à sa place, comme ils l'ont fait avec le gouvernement arabe, d'Omar el-Daouk à Beyrouth, ou bien le reconnaître et le laisser diriger le pays. Mais le remplacement du gouvernement de Babda par un gouvernement militaire français pourrait inciter les Libanais à douter des bonnes intentions de la France vis-à-vis de leur indépendance et leur démontrer que Damas favorise l'indépendance du Liban plus que la France. Par conséquent, le commissaire français se rendait à Bekerki le 23 octobre 1918 pour consulter le patriarche maronite au sujet du gouvernement libanais. Une nouvelle formule fut adoptée, qui ignore toutes les dispositions administratives prises par le major général Choukri El Ayoubi à Babda il y a quelques semaines. Festivités de Babda. Le 25 octobre 1918, une cérémonie a eu lieu au sérail de Babda pour annoncer l'accord conclu avec le patriarche maronite à Bekerki. Ainsi, la France rétablit le pouvoir au Liban, tel qu'il était en 1914, et Habib Pacha conserve le poste de Premier ministre, mais est remplacé par un officier français au poste de gouverneur. Traité de Saïkis-Picot. En 1916, le traité de Saïkis-Picot divisa les colonies de l'Empire ottoman et accorda à la France le pouvoir de mandater le Liban, la Syrie, le nord de l'Irak et autres provinces. À l'automne de 1918, les forces françaises achèvent leurs implantations dans la plupart des zones convenues à Saïkis-Picot, en attendant l'approbation de la conférence de paix. Le désaccord des Arabes. Le conflit des intérêts internationaux conduisait à la division des Arabes entre eux. Leurs différences se concentraient autour de trois projets. Le premier projet est basé sur la création d'un royaume arabe unifié, comprenant la Syrie, la Mésopotamie, le Hidjaz et la péninsule arabique. Mais ce projet a été fortement opposé par la Grande-Bretagne et il a échoué. Le deuxième projet serait la création d'un royaume arabe indépendant, composé uniquement de la Grande Syrie. Encore une fois, les Britanniques ont fait part de leurs réserves, en particulier en ce qui concerne la Palestine. Mais aussi les chrétiens du Liban se sont fermement opposés au projet et a échoué lui aussi. Le troisième projet repose sur la création de deux États indépendants, à savoir, l'État du Liban avec ses frontières actuelles, plus des zones qui ont été expropriées à l'époque des Turcs. Et d'un second État, la Syrie, qui comprend le reste de la Grande Syrie. Ce projet a été soutenu par les chrétiens du Liban et rejeté par ces musulmans. Conférence de l'Union syrienne. En 1919, les Syriens ont pris une décision dangereuse d'annexer le Mont Liban à l'Union syrienne, et ceci en attribuant au Mont Liban 7 sièges à la conférence générale, considérée comme le parlement du nouvel État syrien. Position de la France.
Au printemps 1919, la France adopte définitivement le principe de l'indépendance du Liban, à condition que le Liban accepte le mandat français. Les Libanais n'auraient pas rejeté ce mandat, s'ils protégeaient leur indépendance, du mouvement monarchiste arabe, naissant, et n'affectaient pas l'essence de la souveraineté libanaise. Le Liban et la France ont convenu de travailler ensemble, pour faire face au projet monothéiste, élaboré par les Arabes, les Britanniques et les Américains. Déclaration de l'indépendance. Les premiers fruits de l'accord franco-libanais sont apparus dans la déclaration du gouvernement de Babda, du 30 mai 1919, qui stipulait ce qui suit. 1. Exiger l'indépendance politique et administrative du Liban, et le retour de ses terres expropriées dans le passé. 2. Le gouvernement au Liban sera démocratique, et fondé sur la liberté et l'égalité, tout en préservant les droits des minorités, et la liberté de religion. 3. Le gouvernement libanais a convenu avec le gouvernement français, de renforcer les relations économiques, entre le Liban et les pays voisins. 4. Étudier, et rédiger la nouvelle constitution libanaise. 5. Soumettre cet accord à la conférence de paix. 6. Ces décisions devraient être publiées au journal officiel, et dans d'autres journaux nationaux, afin d'informer le peuple libanais de son contenu, et de le rassurer sur le fait que, ses droits sont sauvegardés. Vers la conférence de Paris. La première délégation libanaise est arrivée à Paris, le 15 février 1919, sous la présidence de Daoud Amoun, qui avait revendiqué au comité de la conférence, l'indépendance du Liban, sous le haut patronage de la France. Le 22 août 1919, la capitale française reçoit la deuxième délégation, présidée par le patriarche libanais Elias Oueyek, qui à l'époque fut nommé patriarche du Liban, en raison de son rôle national, après avoir été chargé par le Parlement, de diriger la délégation et de parler au nom de tous les Libanais. Le patriarche a rencontré le président français Raymond Poincaré, le Premier ministre Georges Clemenceau, le ministre des Affaires étrangères, et d'autres responsables, plaidant pour l'indépendance et la liberté du Liban. Le 11 février 1920, la troisième délégation est arrivée à Paris. Sa mission était de résister aux tentatives d'annexion du Liban à la Syrie, et de restaurer les zones violées illégalement, par les Turcs, mais surtout de proclamer l'indépendance du Liban, sous mandat français. Indépendant ne reconnaît pas les frontières historiques du Liban. 3. La Syrie reconnaît l'indépendance de la province du Mont-Liban et lui permet de gérer ses affaires intérieures, mais il doit se soumettre. Réaction à l'action syrienne. Le gouvernement libanais s'est réuni le 22 mars 1919, en présence du gouverneur français le commandant Labru, et a décidé 1.
Déclarer l'indépendance du Liban dans ses frontières historiques avec le soutien de la France. 2. Protester contre le contenu du document de la conférence syrienne, qui affecte l'indépendance, la liberté et les frontières du Liban. 3. Le gouvernement estime que les Libanais participant à la conférence syrienne ne sont pas représentatifs et n'expriment pas la volonté du peuple libanais. 4. Une nouvelle constitution serait rédigée pour remplacer la formule actuelle. Pour ce faire, un comité juridique devrait être mis en place pour l'étudier. 5. Concevoir le drapeau libanais et le publier partout. En conséquence, des manifestations massives ont eu lieu dans la plupart des régions libanaises. La foule voulait exprimer son rejet de l'ingérence syrienne, mais également manifester son soutien au gouvernement pour la proclamation de l'indépendance du Liban avec la bénédiction française. Il convient de noter que le gouverneur français et des membres du gouvernement ont pris part aux manifestations aux côtés des citoyens. L'apparition du commandant Labru dans la manifestation était un fort signe de soutien politique, mais constitue aussi un message d'avertissement aux dirigeants de Damas. L'accord syro-libanais. Un jour, Napoléon a dit : la politique vient du ventre de l'histoire. L'histoire vient du ventre de la géographie. Et la géographie ne change jamais. La réalité géographique entre le Liban et la Syrie, ainsi que l'intérêt économique commun, force les deux pays à faire des compromis et de se cohabiter. La Syrie a temporairement caché ses ambitions historiques d'annexer le Liban. Et le Liban a accepté l'ouverture à son voisin naturel, qui représente la seule artère le reliant aux pays voisins. Après une longue négociation en coulisses, loin des yeux de la tendre mère, les deux frères rivaux sont parvenus à l'accord suivant. 1. La reconnaissance de l'indépendance complète et absolue du Liban. 2. La neutralité politique du Liban, qui ne peut ni se battre, ni être combattu, et refuse toute ingérence extérieure. 3. La restitution de terres, précédemment retirées du Liban, en vertu d'un accord entre les deux pays. 4. Les relations économiques seront étudiées par un comité commun. 5. Les deux parties coopéreront pour convaincre les autres pays d'accepter la ratification de cet accord et de sa mise en œuvre. Naissance du Grand Liban. Le 1er septembre 1920, le général Gouraud, se tenant dans la cour du Palais des Pins à Beyrouth, annonçant la naissance de l'État du Grand Liban, en présence du patriarche Elias Oueyek, du mufti de Beyrouth Mustapha Najah, et d'une foule de représentants de l'État, des religieux et officiers français. Gouraud déclare : avec beaucoup de fierté et de joie, je déclare la naissance du Grand Liban. Au nom de la France, je le salue dans sa grandeur et sa force. Du grand fleuve, aux portes de la Palestine, en passant par les sommets de l'Est du Liban. Au travail, peuple du Liban. Et si vous voulez être un peuple libre, qui aspire à devenir un grand peuple, vous avez des devoirs à accomplir. Le premier devoir, et le plus sacré, c'est l'union. Le titre de votre grandeur. Tout comme les différences sectaires, ont été la plus grande cause de votre faiblesse, dans le passé. Vive la France, et vive l'État du Grand Liban.
L'indépendance. Le 22 novembre 1943, le Liban obtint son indépendance totale, à la suite d'un soulèvement, guidé par des nationalistes libanais, bénéficiant d'un large soutien populaire. Le dernier soldat français a quitté le territoire libanais à la fin de 1946. Mais les relations franco-libanaises sont restées distinctes et solides. Paris a continué d'aider le Liban dans divers domaines. Sachant que ce que la France a fourni au Liban, pendant la période du mandat, est inestimable. Que ce soit sur le plan juridique, culturel, politique, éducatif ou militaire. Le Liban jouit toujours de ce que les Français lui ont construit, en matière de lois, institutions, écoles, universités, hôpitaux, et d'autres exploitations importantes, qui ont contribué à la prospérité du Liban et de ses habitants, jusqu'aux nos jours. Construire un État est une chose, mais construire une identité en est une autre. À première vue, il semblait que la formule, selon laquelle les Libanais avaient choisi de vivre ensemble, était viable. Ils ont même rêvé de l'offrir comme modèle aux pays voisins, et pourquoi pas, au monde entier. Ni pro-occidental, ni pro-oriental, comme certains aimeraient le dire. On a aussi dit que les musulmans avaient abandonné la revendication de l'union avec la Syrie, en échange de l'abandon de la protection française, par les chrétiens. Les deux côtés considèrent que chacun a fait des concessions, pour parvenir à cette formule magique, de vivre ensemble. Alors que chacun avait ce qu'il craignait de l'autre. Parce que les nations ne peuvent pas être construites dans un climat de méfiance entre ces communautés, alors, la formule de 1943 était apparemment un accord commun, mais au fond, ce n'était qu'un mensonge commun. Ce n'est pas du tout une conclusion calomnieuse. Et quiconque ne veut pas faire l'autruche, il n'a qu'à passer en revue la série de petites guerres qui se sont déroulées entre les enfants de la patrie virtuelle, depuis l'indépendance jusqu'à la grande explosion de 13 avril 1975. Centenaire du Grand Liban. Un siècle est passé depuis la naissance du Grand Liban. Les Libanais vont-ils oser reconnaître leurs échecs? Et donc, écrire leur histoire telle qu'elle est, ni plus ni moins, et sans compromis ni hypocrisie. S'ils le font, ils donneront à leurs futures générations une chance réelle de rêver d'un avenir meilleur que l'histoire de leurs ancêtres.